René Guénon, Psychologie, chapitre 18, l'abstraction. On prétend parfois qu'avec l'étude de l'abstraction commence l'étude de l'entendement humain, en ce qu'il a de spécial. Ceci ne paraît pas exact, car il est très vraisemblable que l'enfant, avant de manifester une, mot manquant, proprement humaine, et l'animal lui-même opère des abstractions dans une certaine mesure. Si on dit que ce sont des abstractions d'un ordre inférieur, c'est là une différence de degré, non de nature. En réalité, il n'y a d'absolument spécial à l'intelligence humaine que cet élément qu'on appelle la raison, au sens propre de ce mot, et par lequel on définit précisément la nature de l'homme pour la distinguer de celle des autres êtres vivants. Pour ce qui est de l'abstraction, on peut dire qu'elle commence avec la perception et qu'elle joue un rôle constant dans le souvenir volontaire, aussi bien que dans les opérations proprement rationnelles, qui sont la généralisation, le jugement et le raisonnement. Ce qui fait peut-être la plus grande difficulté d'une étude de l'abstraction, c'est qu'on ne donne pas habituellement à ce terme un sens suffisamment précis et qu'on lui attribue indistinctement plusieurs acceptions fort différentes. Dans le langage courant, on va jusqu'à confondre une idée abstraite avec l'idée d'une chose non sensible, ce qui est proprement absurde, étant donné le sens étymologique du mot abstraction. Et une autre confusion qu'il importe de dissiper est la suivante. Les psychologues indiquent ordinairement, comme le degré le plus élémentaire de l'abstraction, celui qui consisterait à distinguer une chose de toutes les autres avec lesquelles elle est donnée simultanément, c'est-à-dire soit à considérer un objet à part des autres objets que nous apercevons en même temps, soit à envisager dans un objet une certaine partie séparément de l'ensemble auquel elle appartient. En réalité, il n'y a là aucune abstraction, et une partie d'un objet ne peut pas plus être dite abstraite que l'objet lui-même, car la partie et l'ensemble auquel elle appartient sont d'un même ordre de réalité. Il y a lieu à cet égard de distinguer entre une idée extraite et une idée abstraite. L'idée de la partie est non pas abstraite, mais extraite de l'idée de l'ensemble. Pour qu'une idée soit véritablement abstraite, il faut qu'elle ne soit pas d'une même, mot manquant, que ce dont elle est tirée. L'abstraction proprement dite consiste à envisager une qualité d'une chose indépendamment de cette chose à laquelle elle appartient et qui est le sujet de cette qualité. Ainsi, nous percevons des objets blancs, et si nous envisageons la blancheur à part de ces objets, nous l'envisageons abstraitement, et l'idée de blancheur est une idée abstraite. Nous devons donc insister sur ce point qui est essentiel. L'abstraction consiste à isoler par la pensée une qualité de l'objet auquel elle appartient, et non pas, comme on le dit quelquefois, à isoler une qualité d'un objet des autres qualités de ce même objet. Ces deux définitions ne seraient équivalentes que si l'on supposait qu'un objet n'est rien de plus que la somme ou le simple assemblage de ses qualités. Mais pour montrer l'insuffisance d'une telle conception, il nous faudrait aborder la question métaphysique des substances, ce qui serait hors de propos ici. Ceci étant posé, on peut envisager divers degrés dans l'abstraction. Ainsi, au lieu de considérer isolément une qualité comme la blancheur, on peut considérer seulement un mode de cette qualité, comme l'éclat de la blancheur. C'est là en quelque sorte une abstraction au second degré, car une qualité joue par rapport à ses modes secondaires un rôle analogue à celui que joue un objet par rapport à ses qualités. Ce rôle dans les deux cas est celui du sujet logique par rapport à ses attributs. Enfin, on peut envisager une ressemblance ou une différence ou tout autre rapport entre deux qualités ou entre deux modes d'une même qualité, comme on le fait entre deux objets. L'abstraction à tous ces degrés est essentiellement analyse, et d'une façon générale, l'attention y joue un rôle fort peu important. Mais il y a lieu de distinguer l'abstraction spontanée non volontaire, qui peut d'ailleurs être fort peu compliquée, et l'abstraction volontaire opérée en vue de synthèse ultérieure.